Aujourd'hui, je voudrais aborder une question assez contemporaine, assez d'actualité, la question des rapports entre histoire et mémoire. Ou plus exactement, la question des rapports entre l'histoire et la manipulation de la mémoire, qui est devenue une grande spécialité des médias, des groupes communautaristes divers. Alors tout d'abord, je partirai d'une affirmation du philosophe italien Benedetto Croce qui dit que l'histoire est toujours contemporaine. Effectivement, à chaque fois que nous sommes amenés à travailler sur l'histoire, à faire de l'histoire, eh bien nous l'abordons toujours de notre point de vue. Notre façon de voir les Romains aujourd'hui, par exemple, n'est pas du tout la façon de voir les Romains qu'on pouvait avoir au XVIIe siècle, par exemple. Même si l'historiographie, c'est-à-dire en quelque sorte l'histoire de l'histoire, peut être tout à fait passionnante. Deuxièmement, l'histoire que nous faisons est toujours liée à un contexte précis. Il est évident que quand la République se met à enseigner l'histoire massivement aux enfants, avec le célèbre Mallet-Isaac par exemple, elle a des objectifs politiques. C'est clair, et donc l'enseignement de l'histoire passe à travers un certain filtre politique qui est celui de la consolidation de la République. Ça ne veut pas dire du tout que cette histoire est de l'idéologie. Si vous lisez le Mallet-Isaac aujourd'hui, vous verrez que c'est un manuel d'histoire très sérieux, même si sans doute on ne fait plus d'histoire comme ça aujourd'hui. Voilà. Et enfin, l'histoire faite par les historiens est toujours porteuse, qu'elle le veuille ou non, de l'esprit du temps. Elle en est imprégnée, elle reflète ses préoccupations et ne peut pas s'en abstraire. Bon. Cela étant dit, l'histoire doit toujours s'efforcer d'être objective, de rester objective, c'est-à-dire de s'en tenir aux faits, d'essayer de les établir avec la plus grande précision, de distinguer les faits des fables. On trouve déjà cette nécessité de distinguer les faits des fables chez Thucydide, par exemple, ou chez Hérodote. Et surtout d'être le moins possible sujette au jugement de valeur et encore moins aux embardées des passions politiques. Voilà. Alors c'est un idéal qui est évidemment difficile à atteindre, qui demande de l'historien un effort sur lui-même, parce que l'historien ne doit pas se laisser emporter par ses convictions, tout simplement. Et c'est très difficile, c'est très difficile, surtout quand on a des convictions un peu fortes, de ne pas se laisser emporter par ses convictions. Mais c'est à ça qu'on va juger la qualité de l'histoire. Voilà. Bon. Or, ce que nous assistons depuis quelques décennies maintenant, ça n'est pas d'hier matin, ça a peut-être 40-50 ans maintenant, c'est à une véritable instrumentalisation de la mémoire. C'est-à-dire que on considère que l'histoire c'est de la mémoire, déjà première idée, et deuxièmement, cette mémoire, elle doit être imposée coûte que coûte pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pour faire triompher le bien. Alors, cette instrumentalisation de la mémoire, au départ, elle a de bonnes intentions. On commence à instituer le devoir de mémoire, pour reprendre cette expression, dans les années 70-80. Et le devoir de mémoire, c'est le devoir de ne pas oublier ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, ce qu'a été la destruction des Juifs d'Europe, et ce qu'a été au fond le drame du XXe siècle. Et on peut penser qu'effectivement, il est bien que nous n'oublions pas ça, qu'il est bien que nous restions vigilants par rapport à cette histoire tragique du XXe siècle. Mais en même temps, c'est devenu très vite une instrumentalisation. Alors, d'abord, il y a un premier problème, c'est que l'histoire, elle veut établir des réalités objectives, autant que faire se peut, moyennant toutes les précautions que j'ai pu prendre à l'instant. Mais la mémoire, au contraire, elle est toujours subjective. Notre mémoire, à chacun d'entre nous, n'est pas celle du voisin. La mémoire est typiquement quelque chose de subjectif. Donc, vouloir faire de la mémoire l'alpha et l'oméga de la réflexion historique, c'est tout simplement vouloir remplacer l'objectivité par la subjectivité, c'est-à-dire au fond par les passions. Voilà. Alors cette mémoire, cette subjectivité, elle envahit
le champ de l'histoire lui-même, hein, bon, alors ça, c'est pareil, il y a des polémiques en histoire, il y en a de très anciennes, hein, donc c'est pas vraiment la nouveauté, mais la nouveauté, c'est que de plus en plus, y compris dans l'enseignement, c'est la question de la mémoire qui domine, et l'histoire n'est plus abordée en tant que récit, rappel des faits, explication des causes, parce que l'histoire, c'est ça, c'est rechercher les causes. Hein. Quand Hérodote commence son histoire des guerres médiques, il commence par là, comment rechercher les causes. Voilà. Mais ça dit au contraire une histoire qui est là pour enseigner le bien et le mal, une histoire ultra moralisatrice. Nous sommes rentrés, on le sait bien depuis quelques années, dans l'empire du bien absolu, ce qui est un véritable enfer. Voilà. Et ce qui va renforcer cette tentation, ça va être l'institution, notamment en France, à partir des années 90, de lois mémorielles. Hein, on a eu, par exemple, en France, la loi Guessot, qui punit le révisionnisme. Alors, évidemment, personne ne peut être pour le révisionnisme historique, c'est-à-dire personne ne peut être contre... pour favoriser ces historiens, entre guillemets, qui prétendent réviser l'histoire de la destruction des Juifs d'Europe et qui estiment que cette histoire doit être refaite d'un autre point de vue, que en réalité les nazis n'étaient peut-être pas si terribles que ça, que peut-être il y avait de bonnes raisons, etc., etc. Et puis il y a même des extrémistes dans le révisionnisme, et ceux qui disent non, il s'est rien passé. Les Juifs n'ont jamais été détruits. D'ailleurs, la destruction des Juifs dans les camps de concentration n'est que les camps d'extermination, n'est qu'une invention des Juifs pour se faire plaindre. Ça, c'est ce que disent les négationnistes. Alors effectivement, personne ne peut soutenir ces négationnistes ou ces révisionnistes. Le problème est de savoir si ce sont les tribunaux qui doivent trancher. Et on a institué en France cette manie de faire tout trancher par les tribunaux. Autrement dit, le tribunal va maintenant dire quelle est la vérité objective en histoire. Voilà. Et d'une mémoire à l'autre, on est rentré ainsi dans la concurrence des mémoires. Hein. Chacun a voulu sa loi mémorielle. Le jour où un historien a tenté de faire remarquer que la traite négrière n'était peut-être pas au départ simplement l'affaire des Européens, que la traite négrière a commencé par les traites arabes, par exemple, et que ces traites elles-mêmes n'ont été possibles que parce qu'il y avait des traites nègres. Hein, c'est-à-dire qu'une partie des royaumes d'Afrique noire ont organisé l'esclavage pour vendre les esclaves aux Blancs, hein, ou aux Arabes, évidemment. À partir du moment où un historien commence à se mêler de ça, évidemment, on a eu des associations pour dire mais comment notre mémoire de descendants d'esclaves est outragée. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une véritable concurrence des mémoires. On peut remarquer, par exemple, chose tout à fait intéressante, c'est que au moment où il y a tout un déferlement pathétique, hein, au sens premier du terme, concernant le racisme à l'égard des Noirs, plus personne ne dit un seul mot de l'antisémitisme qui pourtant reste extrêmement virulent, en particulier dans certaines couches de la population, et en particulier dans certaines couches de ceux qui se plaignent le plus fort aujourd'hui. Voilà. Et puis, cette concurrence des mémoires, elle se traduit aujourd'hui aussi par une exigence de repentance. Voilà. Alors, nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est de nous repentir. Alors, de quoi faut-il nous repentir? Alors, évidemment, aujourd'hui, vous avez vu ça dans l'actualité, ceux qui doivent se repentir, ce sont les Blancs. Les Blancs doivent se repentir parce qu'ils sont coupables de l'esclavage et de la traite négrière. Bon. Oui, c'est vrai, ce sont les Européens, ou plus exactement, ce sont les classes dominantes européennes qui ont organisé l'esclavage des Noirs. Ce ne sont pas les Européens en général, ce sont bien les classes dominantes européennes. La grande majorité des Européens étaient soumis à leurs nobles, à leurs maîtres. Hein. Le manant était quand même soumis à notre seigneur, hein, contre lequel on ne pouvait pas grand-chose. Jusqu'à la Révolution française, la noblesse disposait de droits exorbitants du droit commun, et l'immense majorité de la population vivait dans la misère et était souvent soumise à des conditions extrêmement terribles. Donc ce ne sont pas les Blancs qui ont organisé l'esclavage. Ceux qui ont organisé l'esclavage, ce sont les classes dominantes blanches. Alors,
Au nom de quoi faudrait-il que chacun d'entre nous vienne mettre le genou en terre? À ma connaissance, je n'ai aucun ancêtre qui a été esclavagiste. La plupart de mes ancêtres, pour autant que je le sache, sont plutôt du côté des manants, voire des petits manants, c'est-à-dire de ceux qui ont travaillé pour les nobles et pour les riches. Et je ne vois pas pourquoi je viendrais mettre le genou en terre pour demander pardon des crimes que je n'ai pas commis et que même ma famille n'a pas commis. Il y a quelque chose là-dedans qui est une véritable escroquerie. Il faut nous faire mettre le genou à terre. Il faut que nous demandions pardon des crimes des autres. C'est-à-dire qu'on est en train d'instituer quelque chose d'assez nouveau qui est la théorie de la responsabilité collective. Alors cette théorie de la responsabilité collective, alors non seulement elle est collective à une échelle de temps donné, mais elle est collective transhistoriquement. Ça devient quelque chose d'assez extraordinaire. En 1945, la question s'était posée de savoir si les Allemands étaient collectivement responsables du nazisme. La réponse, et à mon avis la seule correcte, c'est que les Allemands ne sont pas collectivement responsables du nazisme. Les premières victimes des camps de concentration, tout le monde le sait, ça a d'abord été les socialistes et les communistes allemands. Et les Allemands ont été aussi les victimes du nazisme. Donc il n'y a pas de responsabilité collective du peuple allemand, et bien il n'y a pas plus de responsabilité collective des Européens concernant la mémoire de la traite négrière. Pas plus de responsabilité collective. Alors il y a une autre question qui se pose. C'est que nous sommes arrivés à un stade où on est en train d'essentialiser les groupes. Par exemple, il y a les blancs, mauvais, et les noirs, bons. C'est évidemment complètement ridicule. Complètement ridicule. Les gens ne sont pas d'une certaine essence en fonction de la couleur de leur peau, sachant d'ailleurs que la couleur de la peau, si on y fait bien attention, est extrêmement variable, qu'il y a des noirs plus noirs que d'autres, qu'il y a des blancs nettement moins blancs que d'autres, que des blancs vraiment blancs, j'en connais pas beaucoup, sauf certains cadavres qui m'ont l'air particulièrement blancs, mais c'est très rare que les blancs soient blancs, et c'est très rare que les noirs soient noirs. Il y a toujours beaucoup de roses chez les noirs aussi. Donc tout ça est d'un ridicule achevé, c'est-à-dire qu'on est en train de reprendre toutes les catégories les plus absurdes du pire racisme, soi-disant pour la lutte contre le racisme. Alors, voilà, cette essentialisation des groupes est quelque chose d'extrêmement terrible. Parce que d'un côté, on rend toute une partie de la population responsable des pires crimes, je viens de le dire, et puis de l'autre côté, une autre partie de la population se trouve maintenant exonérée de toute responsabilité. Par exemple, on pourrait se demander comment il se fait que un certain nombre de républiques, entre guillemets, noires, sont des tyrannies cruelles. Je veux dire, les Noirs à la tête de ces républiques ne sont pas responsables. Ils sont que de pauvres opprimés. Est-ce que les divers tyrans du Congo, puis précédemment du Zaïre, etc., sont uniquement des pauvres types opprimés? Est-ce que Mbiya est un pauvre type opprimé? Non, bien évidemment non. Alors, quelle fonction ça a tout ça? C'est une fonction assez précise. Enfin, plus exactement, ça en a deux. Il y a une première fonction, c'est qu'il est clair que cette manipulation de la mémoire, notamment de la mémoire noire, mais qui s'étend aussi à d'autres groupes, a une fonction très précise, c'est de manifester les revendications d'un certain nombre de groupes instruits, la plupart du temps. C'est pas des pauvres prolétaires qui manifestent. La plupart du temps, c'est des gens instruits, bien intégrés dans la société, et qui demandent quoi? Ils demandent la place pour eux. Et on en a la lutte des places. C'est tout simplement de ça dont il s'agit. Exactement comme une bonne partie du mouvement étudiant des années 68, disons-le clairement, était la revendication d'une partie de la petite bourgeoisie intellectuelle à se faire sa place dans le système capitaliste. Ça a d'ailleurs bien marché pour elle. Voyons ce que sont devenus un certain nombre des leaders de mai 68. Et bien là, on est exactement dans le même phénomène. C'est, nous aussi on veut notre place. Donc c'est la lutte des places. Et cette lutte des places, elle a aussi comme avantage, et c'est pour ça que tout le monde la soutient, tous les puissants du monde sont favorables à ces luttes mémorielles, même L'Oréal qui bannit le blanc et le clair de ses publicités, enfin ça atteint un degré de ridicule absolument incroyable. Ils sont tout à fait favorables à ça. Pourquoi? Parce que, à l'opposition classique entre les exploiteurs et les exploités, eh bien on va substituer la guerre des races. C'est impeccable la guerre des races.
diviser pour régner, ça tombe bien, hein, ça tombe très bien même. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous assistons à ce déferlement d'antiracisme de pacotille, qui n'est en réalité que la résurrection des vieux thèmes racistes d'antan. Et voilà pourquoi il faut se méfier plus que jamais des manipulations de la mémoire. Si j'ai le temps, je reviendrai un jour sur la question de l'esclavage et de la place de l'esclavage dans l'histoire humaine.